m'appelle José, je vais avoir 41 ans le mois prochain, je suis orthoptiste. Orthoptiste, explique à tout le monde ce qu'est un orthoptiste. Alors, l'orthoptiste, c'est une profession du paramédical qui s'occupe des yeux. Et le cœur du métier, c'est la rééducation. Mais les décrets de compétences récents, et plus ou moins récents, ont énormément élargi nos fonctions. Et du coup, on fait tout ce qui est examen complémentaire en ophtalmologie, et sans bien sûr pour autant laisser de côté tout ce qui est rééducation et prise en charge. Donc exploration de la fonction visuelle, de l'appareil oculomoteur. Et même maintenant, on est amené à faire les contrôles vision et éventuellement, toujours en partenariat avec les ophtalmos, les opticiens, éventuellement refaire des renouvellements de lunettes, voilà, ce genre de choses. Donc c'est un peu, je vais caricaturer, l'orthoptiste, c'est un peu l'infirmier, c'est un peu à l'ophtalmo, ce que l'infirmier est au médecin. On pourrait dire ça, par exemple. Moi, je préfère les infirmières, mais c'est pas tout à fait le même corps de métier puisqu'ils sont du corps médical. Les orthoptistes sont du corps paramédical et on est du corps de la rééducation avec les kinés, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychométriciens, les diététiciens. Voilà. Donc c'est ce qui sert notamment à rééduquer tout voilà, ça c'était vraiment le corps de métier et puis après plein de choses. Tu as choisi cette profession quand ? J'ai tenté d'abord des études de médecine et n'ayant pas réussi le concours de première année, je me suis orientée de cette façon parce que de toute façon, si j'avais réussi en médecine, je me serais orientée soit vers l'ophtalmologie, soit vers l'obstétrique. Mais pourquoi la médecine ? Alors parce que depuis toute petite, c'est vraiment la profession qui est en fait qui est restée. C'est-à-dire que depuis toute petite, j'aime aider. Le soin est quelque chose pour moi qui est primordial. Et du coup, il y a beaucoup d'autres choses qui sont venues par la suite en devenant adulte, mais la médecine, c'est quelque chose qui est resté. Donc du coup, je me suis dit, il faut tenter. Je trouve que c'est incarné en moi, donc du coup, j'ai essayé. Les études de médecine, en tout cas la première année, était sûrement au-dessus de mes capacités. T'avais passé le bac où ? C'était Ouais, t'étais où au lycée que les gens te situent T'étais Henri IV, non, pas du tout. À Eugène Delacroix à Drancy. Alors moi je suis née dans le 4. Je suis une francilienne, une valdoisienne. J'y suis née. Attends, t'es un peu arménienne quand même. Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que depuis que je suis née, je suis toujours restée, j'ai toujours vécu et étudié, sauf bien sûr pour les études universitaires, mais là où je suis née, donc dans le 95. Et d'ailleurs, c'est-à-dire dans le nord-ouest de la banlieue. En réalité, t'es près de Roissy. Voilà, près de l'aéroport. La deuxième couronne, comme on appelle ça. Voilà. Donc t'es une banlieusarde dont les parents sont venus de Turquie, mais tes arrière-grands-parents ont échappé au génocide arménien. Mon père, qui est arménien, originaire de Turquie, ma mère qui est libanaise et qui vient du Liban et qu'il ne faut pas du tout négliger. Je suis issue d'une double culture, même d'une triple, puisque... Mais non, mais le Liban, c'est la France. Ça, c'est votre point. Ça, c'est un point de vue, parce que ma mère n'a pas ce point de vue-là. Alors, autant elle chérit le pays qui l'a accueillie, mais autant le Liban, c'est le Liban. Bon, et c'est sacré. Elle est musulmane libanaise ou chrétienne libanaise ? Elle est chrétienne du Liban, chrétienne catholique. Et mon père catholique romaine. Oui. Donc du culte de Rome, de l'église romaine. Voilà. Et mon père est un Arménien de Turquie, par contre. Voilà. Comment ça se fait que quand on a ce parcours d'enfant d'immigrés, caricature, mais d'enfant d'immigrés, on choisit la médecine? Ça correspond à quoi? La voie médicale? Je pense que c'est pas tant particulièrement la voie médicale. Je pense que l'éducation et la culture que j'ai eue, qui est indéniablement jouée dans mes choix, c'est plus la bienveillance et la volonté de s'occuper des autres et de leur apporter une aide. Voilà. Et je pense que dans cette voie, je pouvais mettre ces qualités en fait. Et du coup, voilà, ça c'est venu comme ça. Et bien sûr, les parents ne vont pas contrarier ce type de vœux. Au contraire, ils ont fait tout
tout leur possible pour m'aider, me porter. Ils ont été un soutien, et ils le sont jusque-là, un soutien indéfectible. Et voilà. Bon, après, certains pourront dire qu'ils ont une certaine sévérité, mais je pense que l'un sans l'autre ne va pas, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Alors donc, tu as eu ton diplôme d'orthoptiste à quel âge? Alors, je l'ai eu en 2004, donc j'avais 23 ans. Donc c'était il y a 18 ans. Voilà. À peu près, presque 20 ans. Mais c'est ça, il y a 18 ans, puisque 17 ans d'expérience, vu qu'il y a un an de suspension, voilà. C'est ça. Donc une fois que tu as eu ton diplôme, tu as fait quoi? Bah, j'ai travaillé, Où ça? en fait. Alors, j'ai été diplômée, j'ai cherché, donc, comme tout le monde fait, du travail. L'occasion qui s'est présentée à moi, c'était comment dire? En fait, je voulais commencer en tant que salarié, travailler à l'hôpital ou avec un médecin. Alors, le fonctionnement n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, en fait. On peut me considérer comme une orthoptiste, voilà, d'une autre génération, on va dire. Mais j'ai trouvé une opportunité où, en fait, un médecin, un ophtalmologiste, mettait à disposition un local et du matériel. Donc finalement, j'ai commencé à mon compte. Dans la banlieue nord, toujours? Oui, juste dans la ville à côté d'où j'habitais. Donc pour moi, c'était magnifique. D'ailleurs, avant de faire... Enfin, pendant que j'ai passé les examens pour l'école d'orthoptie, j'ai aussi passé les examens, le concours pour l'école de sage-femme. Puisque, comme je vous disais, c'était les deux voies qui m'intéressaient. Finalement, c'est l'orthoptie qui a fonctionné. Et j'en suis absolument ravie parce que... il y avait aussi une idée de qualité de vie que je voulais à côté et que je savais que les urgences et le travail de nuit, tout ça, voilà. Et en fait, tout s'est mis en place petit à petit et le fait de travailler proche de chez moi, de rester en fait dans la communauté finalement et d'aider mes voisins, en gros, c'était quelque chose qui était important et ça m'a suivi tout durant ma carrière en fait. C'est-à-dire que j'ai pu aller travailler ailleurs, mais essentiellement ça a été voilà, toujours dans le 95 et près de chez moi. Donc tu as commencé comme freelance, si j'ose dire, comme libéral. Orthoptiste libéral, voilà. Et en travaillant bien sûr beaucoup avec l'ophtalmo qui était dans le même cabinet, mais avec d'autres ophtalmos, avec l'hôpital qui était pas loin, où je suis allée travailler ensuite. Comme c'était une activité nouvelle que j'ai mis en place, du coup, au départ, quand on commence de rien, le temps d'avoir suffisamment de patients, tout ça, j'ai trouvé des collaborations avec d'autres orthoptistes, ce qui m'a permis aussi d'avoir une expérience. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi en tant que vacataire à l'hôpital Trousseau. Ma formation aussi au niveau des études, mes stages étaient aussi dans des hôpitaux pédiatriques. Donc c'est aussi, entre guillemets, ma sous-spécialité. Et ensuite... de fil en aiguille, mon activité libérale c'est plus amplifié. Et j'ai aussi trouvé après un poste à temps partiel à l'hôpital près de chez moi. Et du coup, je comblais les deux parce que le seul poste qui était à pourvoir était un poste à temps partiel. Donc j'ai gardé une activité mixte finalement, et libérale et salariée à l'hôpital. Et ça comblait bien le manque parce qu'il y avait un besoin. Et du coup, en faisant déjà... si on veut, comment dire, je travaillais déjà avec les ophtalmos de ville et en plus du coup avec l'équipe d'ophtalmo de l'hôpital et ça faisait un bon match en fait. Non, j'ai travaillé à l'hôpital Trousseau puis ensuite j'ai laissé cette vacation parce que mon activité propre et pour des raisons personnelles ont fait que j'avais plus besoin de je ne souhaitais plus faire cette vacation et ensuite j'ai eu un temps partiel à l'hôpital de Gonesse. Donc dans le 93 près de chez moi. Tu faisais quoi à l'hôpital de Gonesse concrètement? C'est qui les gens qui viennent voir un orthoptiste à l'hôpital de Gonesse? C'est les personnes qui ont besoin d'examens complémentaires, du bilan orthoptique. Mais du genre, donne-nous des exemples, parce que pour les gens c'est abstrait ce que tu dis. Oui, j'imagine, d'autant plus que souvent on me dit on ne connaît pas cette profession, qu'est-ce que c'est? Donc en fait les examens complémentaires sont les examens qui vont servir à l'ophtalmologiste qui vont leur apporter des informations plus détaillées, plus précises, plus concrètes, pour pouvoir ensuite poser un diagnostic. Comme par exemple un champ visuel, un OCT qui est une tomographie par cohérence optique. Le champ visuel, c'est l'exploration du champ de vision, comme son nom l'indique, parce que certaines pathologies peuvent entraîner des altérations du champ de vision. Quand tu faisais de la rééducation, oui. Concrètement, donne-nous un exemple de séance de rééducation que tu faisais. Alors, la rééducation, c'est... En tout cas,
Pour ma part, c'est complètement, alors là c'est autre chose, c'est soit de la rééducation du système oculomoteur, parce qu'il y a des fatigues, des muscles qui sont autour des yeux et qu'il faut rééduquer parce que ça entraîne des symptômes comme avoir mal à la tête ou mal aux yeux, et surtout pour les personnes qui fixent l'écran par exemple. Donc ça c'est surtout les adultes, voire les enfants à la lecture, à l'apprentissage. Il y a un autre type de rééducation qui est la rééducation de la fonction visuelle, parce qu'il y a des enfants par exemple qui ont un œil qui voit moins bien que l'autre, et là c'est ce qu'on appelle une amblyopie. Il faudra rééduquer la vision de l'œil le plus faible pour rééquilibrer, parce que c'est important, si on a 2 yeux, c'est pas pour rien. Et il y a aussi la rééducation, par exemple basse vision, moi que je ne fais pas, qui concerne des personnes qui ont une atteinte de la vision, et avec la vision restante, essayer de leur préserver une certaine autonomie en fait. Donc ça vient par exemple chez les personnes âgées qui sont atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple. Un des exemples parmi tant d'autres, voilà. Mais le profil sociologique des gens que tu aidais, que tu rééduquais, que tu aidais à diagnostiquer à l'hôpital de Gonesse, c'était quoi? On n'est pas des gens qui arrivaient en Mercedes, des non, gens qui arrivaient par le métro. On n'est pas dans une région qui est particulièrement aisée, on va dire, mais j'ai pas toujours une certaine évidence à cerner l'aspect sociologique, même si je vois c'était un hôpital public et bien sûr qu'il y avait des personnes qui étaient dans des situations vraiment précaires. Mais c'est plus sur un plan, je me rends compte que c'est des personnes qui ont un accès aux soins qui n'est pas toujours évident, où la prévention n'est pas toujours faite, et puis on est encore une fois proche de l'aéroport, et on était confrontés, pour donner un exemple en fait, confrontés à une forme de migration, en fait, d'immigration, où j'avais beaucoup de patients qui étaient atteints de tuberculose. Alors, on va me dire, mais tuberculose... Tuberculose. Oui. Alors, je vais en venir. Ce qui n'est pas directement lié à l'ophtalmologie. Voilà, c'est pas... Mais en fait, les traitements antituberculeux, donc que l'on donne pour traiter la tuberculose, peuvent malheureusement avoir des effets secondaires qui peuvent être toxiques pour l'œil. Et donc, du coup, le suivi ophtalmologique est essentiel lorsqu'on met en place ce type de traitement. Donc, c'est des patients qu'on devait voir très régulièrement. On doit les voir avant de commencer le traitement. Ensuite, on doit les voir à 15 jours, puis à 1 mois, puis à 2 mois. C'était des migrants qui arrivaient de Roissy Alors, je considère que c'est des migrants parce que souvent ils viennent de centres qui ne maîtrisent pas la langue, que ça fait pas du tout longtemps qu'ils sont là, mais qui doivent être pris en charge et être traités. Donc c'est comme ça que je me rends compte qu'ils sont migrants en fait. Mais après, ça arrive aussi que ce soit des patients qui... voilà, parce que des conditions de vie assez précaires et que du coup... souvent on voit par exemple plusieurs membres de la famille parce qu'il n'y a pas toujours la possibilité d'isoler, voilà. Alors, je vais te poser la question que tous les auditeurs se posent, qui est une question politiquement incorrecte. La part de ces migrants ou immigrés de fraîche date qui maîtrisaient mal le français dans ta patientèle, c'était quel volume à peu près? Ça représente pas l'essentiel des patients, mais je pense qu'on n'est pas le seul hôpital concerné, mais on devait quand même avoir un certain nombre par rapport à d'autres hôpitaux, peut-être de province, ou voilà. Donc, je dirais... Non, c'est pas... Mais plutôt 10%, 20%, 30%, 40%? Non, c'était pas... je serais plutôt sur les 10% que plus que ça. Non. Faut remettre, mais... Je trouve que c'est quand même assez conséquent parce que quand on en a quasiment tous les jours de la semaine, et voire plusieurs par jour, ça commence à faire un certain nombre. Mais c'est pas l'essentiel de l'activité, non. Par exemple, pour moi, je pense que les patients que j'avais le plus, et en particulier pour des examens complémentaires, c'est des patients par exemple diabétiques ou hypertendus. Où là aussi, je pense qu'une prévention est aussi efficace, voire peut-être plus efficace que simplement traité. Mais bon, après ça entre encore dans un autre sujet, un autre débat. Alors donc, on voit à peu près qui tu es, merci de ces explications. La loi du 5 août 2021 est adoptée, oui. Et comment tu réagis? C'est difficile parce que je sais, j'ai déjà une opinion faite, et je sais que
je ne m'y soumettrai pas. Alors, décrypte pour les gens qui disent une opinion sur quoi, et tu ne te soumettras pas à quoi, Alors, pourquoi. donc cette loi était, en ce qui me concerne, c'est essentiellement l'obligation vaccinale, même si de toute façon, d'une manière générale, le fait de l'état d'urgence et du pass, pour moi, c'est quelque chose aussi que je rejette parce que il faut se rendre compte que l'accès aux soins et l'accès à l'hôpital étaient soumis à ce pass. Donc ça veut dire qu'on faisait la part entre les gens. Les gens n'avaient pas accès du coup, n'avaient plus accès aux soins de façon égale. Et ça, c'est déjà pas normal. Bon, après, pour revenir à... C'est-à-dire, donne-nous des exemples de ce que tu as vu à l'hôpital de Gonesse. Alors, moi, à titre personnel, pas tant... Enfin, j'ai été suspendue, donc voilà. Mais il faut bien se rendre compte que à partir du moment où il y a un pass sanitaire, qu'il faut faire des tests pour rentrer à l'hôpital, déjà, c'est un problème. Mais à partir du moment où il y a eu le pass vaccinal, il fallait être vacciné pour rentrer. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que la personne qui n'est pas vaccinée, à moins de passer par les urgences... Mais ça a été à partir de là, parce qu'en fait, la loi a toujours prévu la possibilité de rentrer à l'hôpital avec des tests. Mais il y a des hôpitaux qui ont fait de l'excès de zèle. Alors, ça n'a pas été le cas de l'hôpital de Gonesse en ce qui concerne le pass sanitaire. En tout cas, il n'y avait pas de pass... si c'était le pass sanitaire, c'était le pass sanitaire. Et voilà. À partir du moment où il y a le pass vaccinal, de toute façon, je n'étais plus en activité. Je vais pas parler. Je vais pas m'avancer. Moi, je préfère parler de ce que je sais, ce que j'ai pu voir. Mais à titre personnel et mon opinion, c'est que c'est pas quelque chose de normal, tout simplement. Voilà. On doit tous avoir accès aux soins, surtout à l'hôpital public. C'est pour moi le rôle de l'hôpital public. Voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, concernant du coup l'obligation vaccinale, bah voilà, c'est ce que je disais lorsque je disais que je ne m'y soumettrais pas. J'avais déjà mon opinion, j'avais déjà fait mes recherches, j'avais déjà essayé de compulser beaucoup d'articles, tout ce que j'ai pu trouver, toute information qui me paraissait, qui pouvait me donner une idée plus précise de ce qu'était ce produit. Et au vu de ça, et aussi au vu de mes expériences précédentes, bah, il n'était pas question que je me fasse injecter ce produit. Et donc du coup, j'ai été suspendue. Quand tu nous dis que tu as fait tes recherches, ça veut dire quoi ? Bah, j'ai, par Internet essentiellement, essayé d'avoir accès à l'avis d'experts, donc de personnes qui vraiment qui sont du domaine. C'est-à-dire que c'est un supposé vaccin, donc j'essaie de me fier à l'avis, à l'expertise de personnes qui sont donc soit dans dans la virologie, soit qui ont travaillé dans l'élaboration de vaccins, soit qui... Dis-nous quelques noms de ceux que tu as lus, puisque... Alors, j'ai beaucoup écouté les avis des médecins, médecins et scientifiques qui font les différentes émissions du Conseil scientifique indépendant. Voilà. J'ai beaucoup écouté le professeur Perron. J'ai pas mal regardé les vidéos de l'IHU. J'ai essayé avec... parce que bon, j'ai une maîtrise d'anglais, mais... Enfin, j'ai une certaine maîtrise de l'anglais, mais c'est pas non plus... et j'ai essayé de voir les articles, parce qu'il y avait beaucoup d'articles qui venaient de l'étranger, donc voilà. Et tout ça a fait que... Ça remonte à un certain temps, donc là, j'ai pas plus toutes les références en tête, mais ça m'a vite amené à avoir une idée de... Une idée ou un doute ? Un doute. Mais l'idée que, voilà, n'ayant pas comment dire, de résultats, parce qu'en fait, l'accès aux études de ces laboratoires, on n'y avait pas. On devait croire, en fait, sur parole, ce qu'ils nous disaient. Et alors, c'est pas qu'une question aussi d'une analyse médicale scientifique. Il y a aussi une analyse quand je me suis renseignée sur ces laboratoires, la plupart d'entre eux ont comme on dit, des casseroles, ont été accusés
de charlatanisme, de plein de choses. Et quand on est un peu multirécidiviste comme ça, je ne vois pas comment on pourrait avoir une confiance absolue. Les médecins qui éventuellement parlaient en bien, et en particulier les médecins de plateau, quand on recherche un peu, il y a toujours des liens ou des conflits d'intérêts. Donc ça veut dire que c'est pas un avis, moi je ne considère pas que c'est un avis objectif. Donc tout ça a fait que je savais. Puis, Tu avais peur de quoi te dire, si je me fais vacciner, tu avais peur de quoi à l'idée de te faire vacciner? C'est une question qu'on m'a déjà posée. J'aimerais juste dire, alors peut-être que les gens considèrent que c'est une peur, moi je ne considère pas que c'est pas une peur. Pour moi c'est une logique. J'ai fait le poids entre le bénéfice que j'avais à me faire injecter et le risque. Pour moi, réellement, il y avait plus de risques que de bénéfices. Parce que j'ai pris en considération ma santé, mes antécédents, j'ai tes comorbidités éventuelles, même si moi je considère que je n'en ai pas, ou en tout cas plus, si jamais j'ai eu des soucis de santé. Voilà, je trouve que j'ai fait une analyse comme je l'aurais fait si j'avais dû accueillir un patient, et quand je leur pose des questions et que je fais l'anamnèse et que je leur demande, voilà, quels sont vos antécédents, quels médicaments vous prenez, je trouve que quand on est dans une logique et quand on exerce correctement sa profession, je vois pas comment on peut pas le faire pour soi-même en fait. Donc partant de là, voilà. Donc tu as dit, non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc à ce moment-là, tu as des vacations à l'hôpital de Gonesse. Non, là maintenant, au moment où le 15 je suis à plein temps. Je ne suis tu plus es à plein du temps tout. à l'hôpital. Oui, j'ai eu un plein temps depuis 2015. Je travaille à plein temps à l'hôpital. Je suis aussi d'ailleurs la seule orthoptiste de l'hôpital. Donc ça veut dire que là, le service se retrouve sans orthoptiste. Ils cherchent toujours à recruter. Il y avait déjà ils cherchaient déjà à recruter un second orthoptiste qui n'arrivait pas. Et là, ils n'ont plus du tout, du coup. Donc on a privé de soins des gens qui sont oui. même éloignés du soin culturellement, socialement, quoi. Et c'est quand même un centre, c'est un centre hospitalier qui apporte le soin à plusieurs communes en fait. Donc c'est important. Donc bon. Et donc je travaille à plein temps et je tiens tant que je peux jusqu'au 15 septembre, en sachant que moi mes congés annuels, les congés d'été sont en septembre. Donc j'ai cette petite marge de 5 jours où tant que je suis en congé, on peut rien. Et puis au moment où je reprends, à savoir le 20, voilà, ça tombe parce que bon, moi en plus je vous cache pas que je suis quelqu'un qui suis pas j'y vais des règles, j'attends pas, je vois pas pourquoi j'attendrais, il faut que les choses soient claires et donc du coup à la DRH et les choses alors je préfère être honnête, la façon dont on m'a reçue a été tout à fait correcte, la façon dont on m'a dit les choses la personne vraiment qui a été là a été absolument correcte, a été absolument correcte avec moi. Par contre, les consignes qu'ils ont reçues, et alors je pense que c'est l'ARS ou la Haute Autorité de Santé, mais bon, c'est un des deux. Normalement, j'avais encore des congés, j'avais encore un compte épargne-temps, donc la possibilité de reculer. Et en fait, on m'a dit que non, qu'on me les donnait pas, mais sauf si je faisais preuve de bonne volonté et que j'acceptais de me soumettre à la première injection. Voilà. Bon, donc tu es suspendu. Je suis suspendue. Comment tu fais pour vivre à ce moment-là? J'ai des économies un petit peu. J'essaye je m'étais un petit peu préparée à l'avance en me disant, voilà, je vais prendre une décision, il faut que j'assume mon choix. Donc je réfléchis et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Dans cette situation, c'était compliqué parce que c'est sûr et certain que dans mon domaine propre, je ne trouverais pas. Donc je me dis, je vais essayer de tenir un peu, je sais que j'ai une toute petite marge, de manière à chercher, et ensuite j'essaye de trouver en fait un travail pour tenir encore plus longtemps en fait. Donc ce qu'on appelle un travail alimentaire. Et j'ai la chance, parce que je suis quelqu'un,
la reconnaissance, je perçois très bien en fait, quand on a une chance, c'est que près de chez moi, il y a un poste à la boulangerie à côté de chez moi. Et du coup, je travaille en tant que vendeuse en boulangerie. Voilà. Et ça m'aide. C'est pas évident parce que c'est un métier que je connais absolument pas. C'est très physique. C'est... comment dire, ça me demande énormément d'efforts, de concentration parce que en même temps que je travaille, je dois être efficace, sinon je n'aide pas mes collègues. Je dois apprendre le métier. Bon, j'ai heureusement des capacités à m'adapter, à apprendre et voilà. Mais je fais ça. Et je fais ça. C'est un contrat, c'est en remplacement d'une collègue qui était en congé maternité. Donc c'est quelque chose de temporaire. C'était un contrat à durée déterminée. Mais grâce à ça, ça m'a permis de tenir plus longtemps, puisque pendant 6 mois, j'ai fait ce travail. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'il faut être très, très... moi, à titre personnel, ça fait partie de moi, mais pour avoir eu l'expérience et voir les gens qui sont impatients et parfois irrespectueux et impolis, vraiment, on vit dans une société qui devient... et j'aimerais passer un petit message et dire que quand vous rentrez dans une boulangerie, n'oubliez pas que ce sont les gens qui vous servent le pain, qui vous nourrit. Et donc, d'une manière générale, il faut être respectueux et bienveillant avec les gens, mais d'autant plus avec les gens qui vous apportent ce qui vous nourrit dans la journée. Mais tu fais allusion à quoi? Vas-y, dis-nous. Les cas qui te viennent en tête, qui te chiffonnent. Quand je travaillais en tant qu'orthoptiste et que les gens étaient assez impatients ou respectueux, j'arrivais tout de suite à remettre les choses et recadrer en leur expliquant que on a des urgences, des fois on a des imprévus et qu'on peut prendre du retard. Et que moi, de toute façon, en règle générale, je m'arrangeais toujours pour aller voir et leur expliquer que j'ai tant de retard et expliquer la situation. Parce que bien sûr que personne n'aime le retard, mais quand on est prévenu, qu'on sait pourquoi, voilà. Et je suis là, moi, pour leur apporter un soin. Je les respecte, je suis bienveillante et j'attends ce retour. Et voilà, j'avais cette facilité dans cette profession que je maîtrisais. C'était, voilà, à la boulangerie, c'est du commerce. Et du coup, on est arrivé dans une idée où, parce qu'on paye quelque chose, alors on a, entre guillemets, tous les droits, le client est roi. Alors, je veux bien entendre, on est là pour les servir, mais encore une fois, toujours quand il y a un sourire et des mots bienveillants, ça passe toujours mieux. Parce que moi, de mon côté, je faisais de mon mieux. Et du coup, quand quelqu'un me fait un reproche ou devient désagréable parce que ça ne va pas assez vite, qu'il est pressé, mais s'il y a beaucoup de monde en boulangerie, s'il y a des choses plus compliquées à faire, un paquet, des choses comme ça, voilà. D'autant que moi, j'étais assez novice. Alors, petit à petit, de moins en moins, donc j'étais bien sûr un peu plus rapide, mais alors, ils ne sont pas sans savoir, mais quoi qu'il en soit, quand on a un discours et un sourire en face, quelqu'un si maintenant en plus je les accueillais, je veux dire l'air fermé, mais on peut le constater. Je n'ai pas un air fermé, en général je suis plutôt souriante, donc voilà. Un petit message comme ça au passage. Ça fait du bien. Oui. Est-ce que tu espères réintégrer l'hôpital? Alors, oui et non. C'est compliqué. Ce que j'espérais réintégrer, c'est ma profession d'orthoptiste. En premier lieu, là, ce serait l'hôpital, parce que je suis suspendue, je n'ai pas démissionné, parce que je pense que j'avais une place dans cet hôpital et que j'apportais vraiment quelque chose, en particulier aux patients, mais aussi avec mes collègues avec lesquels, voilà. Maintenant, je ne cache pas que, vu ce que j'ai vécu, et sans reproche à personne, il y a quand même un sentiment de rejet, il y a un sentiment de mise à l'écart, il y a un sentiment, même si je ne l'ai pas vécu directement, enfin, on m'a pas fait sentir, on m'a pas dit, pas par mes collègues proches, mais le fait de m'avoir mis dans cette situation, en fait, voilà. Et aussi, à côté de ça, je ne sais pas, est-ce que je pourrais me retrouver dans une équipe où j'ai été la seule, en sachant qu'avant que la loi passe, il y a eu beaucoup de discussions et j'apportais mon point de vue. Mais voilà, après, chacun a son point de vue, chacun prend
ses responsabilités et chacun fait ses choix. Mais quand on m'a rapporté que pour les personnes qui étaient présentes lors de vaccination, parce qu'on avait un centre de vaccination à l'hôpital, que du personnel venait se faire vacciner, et même pas que du personnel, des personnes autres qui venaient faire leur vaccin à l'hôpital, par contrainte, qui sont un peu dans la même situation que moi, soit qui dépendaient d'un pass sanitaire pour leur travail, soit d'une obligation vaccinale, arrivaient en pleurant et repartaient en pleurant. Moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a touchée quand on me le dit. Je trouvais que c'était... Il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait vacciner en pleurant. De ce qu'on m'a rapporté, parce que moi je n'ai pas du tout été affectée au centre de vaccination. Je ferai une petite parenthèse ensuite. Mais dans ce qu'on m'a rapporté, il y en avait. Il y en avait. Plus que ce qui devrait. Voilà. Et la parenthèse que je voulais faire, c'est que c'est quelque chose qu'il faut bien que les gens en sachent, c'est que pour la période de vaccination, l'orthoptiste, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est piqûres et ce genre de soins, a été habilité à en faire. Donc c'était l'usine à piqûres. Contre très bonne rétribution. C'est-à-dire ? Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on peut le retrouver si les documents sont encore présents sur le site de la Caisse primaire d'assurance maladie. Pour les demi-journées ou les journées d'activité de vaccination, on est payé, bien payé. Donc on a acheté les piqueurs. C'est pas que les orthoptistes, hein. C'est toutes les professions habilitées, qui sont du paramédical et qui n'ont pas obligatoirement, comme les kinés par exemple, pareil, les orthophonistes, tout notre groupe de métiers. Est-ce que c'est un traumatisme, la vaccination, le refus de la vaccination, la suspension? Est-ce que c'est un traumatisme dans une vie? Je pense que de la façon dont ça a été fait, oui. C'est-à-dire? C'est très brutal et violent puisque, donc, du jour au lendemain, on se retrouve sans activité, mais surtout sans salaire, sans rétribution, sans aucun autre moyen de subsistance. Moi, encore une fois, j'ai eu la chance, j'ai réussi, mais si on n'a pas retrouvé un travail autre, du fait d'une suspension, on n'a pas de salaire, on n'a pas le droit à une aide quelconque, donc chômage ou autre. On n'a pas le droit, alors c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais envisager une reconversion, donc faire une formation, ça devient compliqué parce qu'on n'a pas accès à notre compte professionnel de formation. Donc cette aide qui pourrait nous permettre de faire autre chose, éventuellement de se projeter, de faire... voilà. Donc je pense que c'est la situation dans laquelle on se trouve comme ça, je trouve que c'est un certain traumatisme. Et après, selon comment dire, nos capacités à réagir, ça peut être moralement, ça peut énormément nous affecter. Alors moi, j'ai eu besoin d'un petit temps en fait. Ça m'a bien pris un bon mois pour digérer, pour me mettre à la recherche d'un autre travail en me disant il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester comme ça. Fin novembre, j'ai commencé à travailler dans cette boulangerie jusqu'en mai. Et voilà, on se retrouve là. Est-ce que tu restes passionné par ton métier? Est-ce que ce métier est toujours une vocation? Oui. Aujourd'hui, je peux dire oui. Ça reste encore quelque chose qui m'anime quand j'en parle, quand on me demande. C'est vraiment... les gens me le disent en fait, ils me disent vraiment, ça se voit... et même par exemple quand j'avais des fois des stagiaires de troisième, qui étaient en troisième au collège, qui font des stages, qui venaient, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que les stagiaires me disent on voit que vous aimez ce que vous faites, voilà. Donc oui. Maintenant cependant, je suis obligée de commencer à faire un petit peu une sorte de deuil du métier parce que on est 1 an, que les choses n'ont pas changé et que j'ai eu beau retourner la question dans tous les sens, à moins d'aller travailler éventuellement à l'étranger, donc m'expatrier, en France, en étudiant tout.
Alors, moi, j'ai pas vraiment de formation juridique, hein, le droit, c'est pas vraiment, mais j'ai essayé de lire et de relire ce texte, et essayer de trouver comment, d'une manière ou d'une autre, rester quand même. Et non, il n'y a aucune perspective, malheureusement, à l'heure actuelle. Si on te dit de toute façon il n'y aura jamais de réintégration, jamais de possibilité de retravailler si tu n'es pas vacciné, comment tu envisages ce deuil? Alors j'ai déjà commencé à faire un travail de nouveau bilan de compétences pour savoir en fait, mais je savais déjà qui j'étais. Les bilans que j'ai pu faire en étant au lycée pour savoir justement comment m'orienter, quelles études faire, en partant sur les principes et les valeurs que j'ai. Finalement, quand je refais les tests aujourd'hui, je ne suis pas différente parce que je suis quelqu'un vraiment qui est stable, qui s'est bien cerné en fait. Et je reviens toujours sur des domaines et des professions qui sont soit en rapport avec le soin, soit éventuellement des choses qui vont me plaire mais qui vont demander une formation longue, et c'est ça qui est un peu difficile. Donc je suis sur ce travail en fait de me dire il va falloir que j'accepte de trouver quand même quelque chose qui va me plaire, qui va peut-être pas m'animer autant que ce que je faisais, de façon à pouvoir continuer, et peut-être le faire en 2 temps, parce que trouver un travail qui puisse me permettre de continuer à subvenir à mes besoins, tout simplement, et ensuite d'envisager sereinement peut-être une formation pour quelque chose d'autre. Ou alors, pour ma chance, peut-être trouver le poste, la perle rare qui va quand même me plaire à voir. Aujourd'hui, ta revendication, c'est quoi? Si tu devais demander quelque chose, ce serait quoi, et notamment pour réparer le traumatisme? Alors, première chose, comment dire, la situation a évolué selon moi. On sait beaucoup plus de choses maintenant qu'avant concernant ces injections. Dernièrement, il y a eu une sorte d'audition, de commission au niveau européen. Bien sûr, les protagonistes essentiels, à savoir les patrons de laboratoire, en particulier un, n'étaient pas présents, mais sa représentante était là. Ils ont eu beaucoup de questions, mais une question essentielle qui a été posée, et on a une réponse, à savoir est-ce que ces injections protégeaient d'une transmission? Elle a répondu que non. Enfin, est-ce que les études avaient été faites sur ça? Et qu'ils ont répondu que non. Donc on peut supposer que, et on le savait déjà, ça n'empêche pas la transmission et ça n'empêche pas d'attraper la maladie. Donc pourquoi tenir cette obligation vaccinale? Je veux dire, il n'y a plus aucune logique. Si ce n'est que l'idée, elle n'est plus sanitaire, mais pour ceux qui sont comme moi, le savaient déjà depuis le début, elle est politique. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut juste appliquer la logique. Donc, logiquement, l'obligation vaccinale ne se tient plus. Voilà. Donc, il faut la supprimer. L'état d'urgence est tombé, le pass est tombé, l'obligation vaccinale devrait tomber. Voilà. Ça, c'est ce que je souhaiterais de tout mon cœur. Et bien sûr que vis-à-vis de ce qui s'est passé, parce que maintenant qu'on va avoir, et j'espère, les États-Unis ont déjà eu accès à une partie de la documentation des études, en particulier du laboratoire Pfizer, mais bon, peu importe, on va bien se rendre compte. Donc, puisqu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'informations qui n'étaient pas bonnes, donc partant de ce constat, c'est tout à fait injuste. Ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu, c'est injuste. Cette séparation, le fait d'avoir fait deux clans, c'est-à-dire les personnes qui sont vaccinées, les personnes qui sont non vaccinées, c'est pas normal. Quand on me dit que je suis anti-vax, je suis pas anti-vax, je suis désolée. Les autres vaccins, je les ai. Ils ont été prouvés, ils ont été étudiés. Après, on peut avoir une opinion aussi sur ces autres vaccins, mais moi, je parle de ce cas de figure là présent. On n'a jamais mis les gens autant dans cette situation de mise à l'écart, en fait. C'est vraiment... donc, par rapport à ça, oui. Mais moi, je suis plutôt dans... Je suis plutôt dans le pardon. Donc,
c'est un travail que je fais, que je vais faire, et je pense que c'est quelque chose qui nous libère en fait. Le pardon est essentiel, il n'est pas facile, mais il va falloir, pour avancer, il va falloir que je fasse. En tout cas, ça, c'est mon opinion à moi. Voilà. C'est pas du tout évident, mais il va falloir. C'est comme ça que on peut rester plus serein et qu'on peut rester libre et essayer de garder une joie. Voilà. Et après, si bien sûr on reconnaît ce qui a été le préjudice, bah, pourquoi pas. Et le traumatisme, oui.